les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Bonjour, je m'appelle Julien Mignot, j'ai 44 ans, je suis photographe. Je suis né en Auvergne, dans un milieu populaire. Ma maman était concierge et il y avait un fax dans l'endroit dont elle s'occupait, qui était une mairie. Et je soudoyais la personne qui s'occupait du fax pour pouvoir aller envoyer des demandes d'accréditation dans les défilés de mode parisiens et pour aller faire du backstage. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était mes premiers reportages et que je suis ensuite allé présenter à Libé, à Elle et à plein de magazines. Et je me suis retrouvé à en faire mon métier, alors que je venais d'avoir un master de géographie. Ma démarche, elle est venue assez tard parce que j'ai d'abord passé mon temps à vivre de la photographie et donc à répondre à des commandes. Et il a fallu un certain temps pour que, notamment, je me dise, mais c'est super de répondre à des commandes, mais en tant qu'auteur, qu'est-ce que tu as à dire? Et si tu as quelque chose à dire, comment le formuler? Et je crois qu'en fait, la thématique et notamment celle qui est proposée aujourd'hui, qui est un peu au cœur de mes questionnements aujourd'hui, c'est vraiment cette question de la limite et de jusqu'où se porte le regard. La topographie de l'Auvergne, par exemple, c'est un endroit où on voit rarement où le regard est jamais dégagé, où on se fait toujours attraper par une montagne et même au sommet d'une montagne, il y en a une autre qui mange encore cet horizon. Cette question de l'horizon, en fait, elle est cruciale chez moi et elle vient vraiment de là. À la fois de la topographie du relief de là d'où je suis né et de cet appartement un peu particulier, qu'occupaient mes parents en haut de cette mairie, qui avait des fenêtres très hautes sur lesquelles il fallait monter pour pouvoir voir dehors. Il fallait grandir pour voir et ça a pris un petit peu de temps. La photographie, ça sert avant tout pour moi, à fabriquer des sensations, à raconter des histoires d'une manière personnelle. C'est comme ça qu'on est auteur et qu'il s'agisse de cinéma, de musique, de littérature ou de photographie. Pour moi, la démarche est à peu près la même. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il s'agisse aussi bien du portrait d'ailleurs que je continue à pratiquer aujourd'hui ou dans ces séries-là, c'est qu'on se retrouve à avoir suffisamment de maîtrise technique pour permettre à ce qu'un accident puisse s'y glisser. C'est ces accidents-là qui font naître une forme de sensation ou quelque chose à partir duquel le regard du spectateur peut s'accrocher et on peut commencer à se raconter des histoires. Cette série qui s'appelle Temps présent, il s'agit de regarder quelque chose de très réel qui est l'océan et le ciel, mais qui est en mouvement permanent et qui tout au long d'une journée, puisque chaque photographie est à peu près une journée du lever au coucher du soleil, ça participe à un exercice d'abstraction qui est un peu celui des impressionnistes à l'époque, c'est-à-dire de sortir de l'atelier, de peindre sur le motif et donc non plus d'avoir seulement une retranscription du réel à travers la caméra, mais d'en avoir une véritable sensation. Lorsque je me suis retrouvé à développer ce travail, c'était pendant une résidence à Deauville, dans le festival Planche Contact, où on m'a demandé de venir en résidence et sans doute plutôt pour mes qualités de portraitiste, mais moi j'ai saisi l'opportunité d'une résidence parce que j'ai pas l'habitude de faire régulièrement des résidences, c'était la première. À chaque fois qu'on entame un nouveau projet, je trouve qu'il faut se trouver des nouveaux camarades, c'est-à-dire soit un appareil photo, soit peut-être une technique dans le développement ou quelque chose en tout cas sur lesquels on peut s'appuyer, qui est de l'ordre de la technique, mais qui instaure une forme de dialogue dans cet univers assez solitaire de la prise de vue, surtout celui-ci où j'arrivais les matins assez tôt, je déployais une chambre grand format, ce qui demande un peu de temps. Et puis ensuite, je restais toute la journée à regarder le même paysage. Et puis le soir, on rentrait bras dessus, bras dessous avec ma chambre. Donc ça a été ce que j'ai choisi parce qu'elle convenait à la fois au format, à la narration et, et aussi au rendu que je souhaitais avoir, qui était vraiment quelque chose d'assez crucial pour moi, puisqu'il s'arc-boutait sur le 150e anniversaire des impressionnistes et de la même manière à leur démarche où ils sortaient de l'atelier avec un chevalet et où ils se mettaient à peindre en extérieur, où il y avait une forme d'assise sur le territoire et de préhension sur ce qu'on souhaitait enregistrer. Pour moi, c'était important d'avoir à peu près la même démarche et la chambre, en tout cas la chambre grand format 20-25, elle remplissait pleinement ce rôle-là. Alors si je reviens sur la manière dont sont fabriquées ces photographies, j'installe ma chambre, j'ouvre l'obturateur et il reste ouvert toute la journée jusqu'à la fin de la journée. Donc c'est pas un time-lapse, c'est pas du stop motion, c'est pas un anglicisme quelconque, c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Et si on prend l'image par exemple d'un seau d'eau que vous devez remplir, eh bien soit vous pouvez le remplir d'un coup en ouvrant très fort le robinet, en très peu de temps, soit vous pouvez le remplir avec un tout petit filet d'eau en permanence
qui sera le même et qui mettra la journée à se remplir. Mais moi, c'est ce que je fais avec l'appareil photo. Et donc ça, c'est des opérations, il y a plus de 200 réglages sur une journée à peu près. C'est performatif, je suis obligé de rester à côté de la chambre. Donc ça pose plein de contraintes, mais ça crée aussi vachement de rencontres avec les gens qui sont assez interloqués par cette espèce de personnage qui est là depuis le lever du soleil et qui s'en va qu'une fois que le soleil est couché. Ce procédé, il emmène le film argentique à la limite de ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire qu'un film argentique ne va pas réagir de la même manière au long temps de pause qu'un temps de pause normal, c'est-à-dire moins d'une seconde globalement. Et donc sur toute la durée d'une journée, lorsque l'obturateur est ouvert, on enregistre tout un tas de fréquences lumineuses qui sont aussi des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, des infrarouges, des ultraviolets, qui viennent en tout cas marquer le film et sans doute font réagir les différentes couches du film de manière un peu différente. Qu'est-ce que ce nuage gris va faire avec ce coucher de soleil doré qui va arriver juste derrière? Et puis le tout se reflétant sur la mer avec un peu de bleu, ça fait une couleur qu'on ne connaît pas et c'est ce qu'on retrouve dans ces images. Et j'arrive tôt un matin, au début j'arrivais très tôt parce que je pensais que le crépuscule comptait vraiment beaucoup, donc il fait vraiment nuit noire. Et en posant ma chambre, je me rends pas compte qu'à 300 mètres, il y a un podium, le soleil se lève, donc il y a une arche en ballon, il y a une scène, tout un tapis sur la plage qui est là. Puis à 8h, la musique démarre, et une musique vraiment de fête foraine. En fait, le speaker annonce à 9h que c'est le triathlon de Deauville qui va bientôt commencer et je comprends au moment où ils mettent la bouée dans l'eau que les 1800 nageurs vont passer vraiment devant mon cadre et puis il est 10h du matin et ça fait 4h que j'y suis et je vais pas ranger ma chambre et repartir avec sous le bras. Donc je prends mon mal en patience et j'espère que la course va se passer rapidement et puis elle se passe. Et lorsque je développe la photo, ce qui est très rigolo, c'est qu'il n'y a pas un seul de ces nageurs. Il y a vaguement l'empreinte de la bouée qui a été enlevée dans l'après-midi, donc qui est là un peu comme un spectre. Et sans doute tous les fantômes de ces nageurs qui sont passés là, mais sans qu'on puisse absolument discerner aucun d'entre eux, ni même leur passage, sauf qu'ils y sont tous, puisque sinon la photo aurait été différente. Ça m'est arrivé de rater pas mal d'images avec ce procédé, parce qu'au début, il a fallu le mettre au point. Et puis surtout, on a 0 visibilité. C'est-à-dire que lorsque je suis parti pour faire ces photos-là, j'ai fait 1 semaine de photographie et je suis rentré avec mes plans films en me disant: «Si jamais c'est pas bon, je jette 1 semaine de travail à la poubelle». Je me suis vite rendu compte que l'ennemi premier de ce procédé, c'était figuratif. Au début, je voulais vraiment faire rentrer des éléments de décor. Je me suis rendu compte que dès que ça devenait trop palpable, ça devenait en conflit avec ce procédé qui était très abstrait et qu'on n'arrivait plus à comprendre quelle était réellement sa grammaire. Le fait de rater amène à comprendre le phénomène et donc du coup à le maîtriser un peu mieux et à faire des choix en fonction de ce qu'on souhaite avoir, quoi. La série Temps présent, elle a commencé il y a maintenant 2 ans, un peu plus, 2 ans et demi et je suis passé par pas mal de circonvolutions techniques, en tout cas de différents procédés de tirage et cette série qui était très impressionniste dans ses racines, dans son concept même au départ. J'avais choisi au départ de la tirer avec du fresson, qui est une technique à laquelle je suis vraiment habitué et rompu et qui me plaît parce qu'elle permet justement de gommer complètement les limites et le fait de s'intéresser à l'horizon qui est une limite, la confondre avec le ciel, essayer d'échapper, en tout cas à quelque chose de formel, ça me plaisait bien de confier à un tireur une partie interprétative et y compris moi, d'être en lâcher prise par rapport au résultat que j'aurais à la fin. Mais lorsque je me suis retrouvé au Mexique en résidence, eh bien, j'avais plus de fresson sous la main. Il a fallu trouver un autre procédé et le plus adapté que j'ai pu trouver avec ce qui m'était offert là-bas, parce que c'était important pour moi de produire sur place, eh bien, ça a été le Fujiflex et donc on a fait des tirages Fujiflex, c'est-à-dire l'inverse de fresson, très brillant, très glacé, très précis. Et en fait, en faisant ça, je suis revenu un peu plus près de mes images, en tout cas un peu plus près de ce que j'ai au départ. J'ai fait ensuite le chemin inverse en rentrant en France et en développant la série sur l'Alouette et j'ai choisi de faire toujours un tirage en labo à la grandisseur, mais en revanche sur un papier un peu plus mat, un papier satiné. C'est désormais ce que j'utilise pour, pour tirer ces photographies-là, ce qui m'a permis de revisiter d'ailleurs aussi les premières épreuves qui avaient été faites en fresson et ça m'a permis aussi de gagner en format.
Et comme ce sont des photos de grands espaces, j'avais envie aussi parfois de pouvoir faire des plus grands formats. Heu et c'est aussi pour ça que cette exposition-là, elle est assez importante, parce que c'est la première fois que ces formats-là, ils sont montrés. C'est la première fois où on regroupe, ces différentes, expériences dans différents endroits d'Europe et de et et d'Amérique, centrale. Et pour moi, ça marque vraiment un jalon dans dans la suite. C'est un peu la fin d'une forme d'expérimentation. Je sais que je vais être, à peu près sûr du procédé, de son fonctionnement, assez sûr de moi pour laisser le maximum d'accidents rentrer dans la prise de vue. Lors de la prise de vue mexicaine, c'est ce qui se passait au mois de janvier 2025. J'étais en face du golfe du Mexique, en regardant au nord, parce que c'est toujours plus pratique de regarder au nord dans ce type de prise de vue. On n'a pas le soleil qui rentre dans le cadre. Donc pile en face des États-Unis, et je me souviens être un matin un petit peu tôt, et je regarde mon téléphone, et qui m'envoie des notifications comme quoi, cette étendue d'eau et ce ciel qui me paraissent extrêmement immuables dans un endroit assez sauvage où il y a personne, que le golfe que je suis en train de regarder va être rebaptisé, par Donald Trump comme étant le golfe des Amériques. Et c'était assez drôle de se rendre compte en fait que cette photographie témoignait d'un temps immuable, face auquel les tribulations de n'importe quelle, personne, aussi importante, aux yeux de l'actualité soit-elle, étaient assez dérisoires face au temps qui coule. Et cette photo, j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, elle contient un élément politique, mais qui dit bien plus de la poésie du monde, en tout cas, que du commentaire politique qui, en général, nous accapare dans un temps toujours trop court. C'est vraiment une photographie qui s'intéresse au temps long, et le fait que cette anecdote soit concentrée dedans, c'est précisément ce qu'elle décrit. Pour moi, ce que la photographie représente, c'est un passage. C'est vraiment on fait rien d'autre que d'être des passeurs. Alors on est tous des auteurs, donc on passe à notre sauce quelque chose que tout le monde partage, qui est une forme de bien commun, et hem et de ce réel qui nous entoure, qui est dans notre champ de perspective à tous, eh bien, on l'interprète à notre façon, et on le redonne à voir à d'autres personnes qui vont ensuite eux-mêmes pouvoir se raconter d'autres histoires avec. Et je pense que c'est l'essentiel de notre travail, c'est de passer en tout cas, une sensation qu'on a pu recueillir sur le terrain, et qu'on espère qu'elle va se retrouver un jour dans les yeux du spectateur.